Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la télévision nationale guinéenne, je vous dis bonsoir. Merci de nous accepter chez vous dans votre salon. Nous sommes donc à la 47e session de l'Académie du Royaume du Maroc qui a pour thème la Méditerranée comme horizon de pensée. Et cet événement est placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et que Dieu l'assiste, qui accepte donc cet événement. Et pour vous, nous allons recevoir Madame Rama Borkia. Elle est titulaire d'une licence en philosophie et d'un diplôme d'études supérieures en sociologie à l'université Mohamed V à Rabat et d'un doctorat d'État en sociologie à l'université Manchester en Angleterre. Elle a occupé des postes scientifiques et politiques, professeur de cycle, maîtrise assistante, maître de conférences et professeur de l'enseignement supérieur. Doyenne de la faculté des lettres des sciences humaines, Université Hassan II de Mohamedia en 2002, et en cette même année, elle a été donc présidente de cette université, professeure visiteur conférencière des diverses universités américaines, arabes et européennes, conseillère de bon nombre d'organisations internationales, coordinatrice de programmes de recherche au Maroc et à l'international. Elle est présidente de l'unité de formation et de recherche scientifique en sociologie rurale et développement à l'université Mohamed V à Rabat. Et ça, c'était dans la période 97-2001. Elle est membre de la Commission nationale pour l'adoption et l'évaluation des programmes au ministère de l'enseignement supérieur, membre de la Commission consultative de révision du Code des statuts personnels. Elle est membre du Conseil de consultation de la Fondation du roi Abdulaziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines de Casablanca. Membre de l'Académie royale du Maroc, elle est donc sur ce plateau avec à son actif plusieurs ouvrages et elle a publié de nombreuses recherches et articles sur l'histoire et la culture de la société marocaine en français, en arabe et en anglais. Bien évidemment, elle a contribué à moult rencontres scientifiques nationales et internationales. Elle est membre de la rédaction du magazine Progolmen. Voilà, Progomène et d'autres revues. Avec elle, nous allons donc parler de ce thème aussi important qui est la Méditerranée comme horizon dépassé à l'occasion donc de la 47e session de l'Académie du Royaume du Maroc. Madame, merci d'avoir accepté de nous recevoir. Merci à vous de m'avoir invité à votre programme. Voilà, vous êtes donc professeur, membre de l'Académie du Royaume du Maroc. Ce thème évocateur qui est développé depuis quelques jours déjà à l'occasion de cette 47e session. Pour vous, que représente ce thème? C'est une thématique, d'abord il faudrait dire qu'elle s'inscrit dans la grande réflexion que mène notre académie sur les grandes régions du monde, disons. Il y a eu déjà d'autres rencontres. La première était consacrée d'ailleurs à l'Afrique comme horizon de pensée. Par la suite, c'est évidemment l'Amérique latine, l'Asie. Et aujourd'hui, c'est la Méditerranée. La Méditerranée, c'est une région quand même qui, autour de la Méditerranée, on retrouve 3 continents, des pays de 3 continents, un mélange de cultures, d'histoires. La Méditerranée est une zone de rencontre de plusieurs histoires, plusieurs cultures, plusieurs sociétés, d'où son importance. Et aujourd'hui, la Méditerranée, elle acquiert un rôle quand même stratégique entre les deux rives. Et nous savons que l'Afrique, notre continent, est une composante importante quand même de ce bassin méditerranéen. Et c'est pour cela que l'Académie a estimé que, vu le rôle que peut jouer la Méditerranée aujourd'hui dans le monde, il fallait lui consacrer une session, la 47e session, et de la voir sous toutes ses facettes, à la fois historique, culturelle, géopolitique,
écologique. Et c'est les thématiques de notre session actuelle. La Méditerranée peut être un modèle d'exemple de coopération sud-sud, parce que tout ce que nous avons entendu de la gestion de l'eau, de la biodiversité, Oui, bien sûr. ben, la Méditerranée, aujourd'hui nous parlons de coopération nord-sud, mais il y a de l'expertise, nous voyons des éminents chercheurs scientifiques qui se retrouvent à ce niveau. Bon, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que la Méditerranée, c'est aussi le nord et le sud. Oui. Et toute réflexion sur le nord et le sud doit partir de la Méditerranée, du moment que tout type de coopération qu'on pourrait concevoir comme des coopérations où les pays, où la rive nord et les rives sont en complémentarité, doivent émaner, évidemment, elles le concrétisent par un espace, par son espace elle-même, géographique, qui pourrait quand même insuffler une nouvelle vision pour toute coopération qui pourrait se faire, par exemple, entre l'Europe et l'Afrique, et aussi l'Asie, qui fait partie aussi de ce pourtour de la Méditerranée. Pendant votre intervention à la deuxième journée, vous avez parlé de la Méditerranée et ses récits. Quels sont ces différents récits? Parce que nous avons vu une diversité de récits dans votre présentation. C'est-à-dire que je voulais voir quels sont les grands récits qu'on a eus sur la Méditerranée durant la période, disons, contemporaine, c'est-à-dire à partir du 19e siècle jusqu'à présent, et qui ont marqué l'imaginaire et qui continuent un peu à marquer aussi, disons, les politiques. Et c'est pour cela que, enfin, dès le départ, c'est une tentative, disons, de synthèse, de faire des synthèses. C'est pas une histoire, disons, des événements, mais une histoire des idées qui émergent comme des grandes idées fondatrices de la Méditerranée. Okay. Et la première, c'est celle des historiens aussi qui ont essayé de donner une vision sur l'histoire de la Méditerranée, et c'est pour cela qu'on a choisi Braudel, Fernand Braudel, qui est un... Pratiquement tout le monde parlait. Tout le monde l'a cité. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, il faut dire que l'histoire est importante, parce que c'est une discipline fondatrice. Elle instaure les règles du discours. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ceux qui ont écrit cette histoire de la Méditerranée, et Braudel en est l'exemple le plus vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement Braudel. Vous avez vu lors de la discussion, on a cité évidemment Jacques Berck, qui a écrit La Méditerranée, les deux rives. Mais pourquoi les idées de Jacques Berck n'ont pas été des idées hégémoniques? C'est celles de Braudel qui ont été hégémoniques. Et disons, dans la conception de Braudel, avec la longue durée, bon, qu'on le veuille ou non, malgré que Braudel a été quand même un historien qui a révolutionné l'écriture de l'histoire en France, avec les écoles des annales, etc. Mais il demeure que l'Occident est présent. Et c'est ce qui a quand même dominé, et c'est ce qui domine encore l'imaginaire, disons, aujourd'hui. Bon, de cette conception, de ce récit, on passe à un récit qui est colonial, et il n'y a pas... c'est pas une nouvelle vérité de dire que le récit colonial, il est colonial. Donc, qui a quand même fait que le récit de la rive sud n'a pas pu percer, premièrement parce que toute la colonisation est armée d'une science, de la science coloniale, et elle est pour pouvoir élaborer un récit. Donc, et j'arrive au troisième temps, et c'est le troisième temps du récit nous provient justement des pays anglo-saxons, qui ont une autre vision, peut-être parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur de la Méditerranée, qui ont eu une autre vision, et là je fais référence à Marshall Hodgson et son disciple Edmund Burke III,
qui ont une autre vision de la Méditerranée, surtout Edmund Burke III, qui a écrit un article quand même important, qui ont organisé une rencontre aux États-Unis sur la Méditerranée, et qui font appel à ce que la Méditerranée, l'histoire de la Méditerranée, c'est une histoire, disons, connectée. C'est une histoire aussi de brassage humain. C'est une histoire on doit prendre les deux rives en même temps, pas uniquement la rive du nord, mais les deux rives en même temps. Et nous le savons, la Méditerranée, c'est là où on a eu toutes les civilisations. Comme dirait Paul Valéry, elle est productrice de civilisation. C'est là où on a eu les trois religions monothéistes. Donc c'est une histoire connectée, elle fait partie du monde. Et il faudrait inclure dans ce monde, évidemment, la rive sud, qui est parfois absente dans une conception de l'histoire hégémonique. Et quelle est votre réflexion approfondie et plurielle qui suscite le passé, le présent et le devenir de la Méditerranée? Le passé, c'est tout ce qu'on vient de dire, oui, c'est-à-dire c'est tout l'historique, tout l'héritage. Mais l'avenir doit, l'avenir est, disons, un nouveau récit. Disons, sur la Méditerranée doit se faire à plusieurs voies. C'est-à-dire, aujourd'hui, je crois même parmi les chercheurs de la rive nord, il y a une réflexion, de la rive sud, il y a une réflexion. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que la mer qui était considérée comme étant une frontière infranchissable à un certain moment de l'histoire, aujourd'hui, malgré les échanges qu'il y a eu à travers l'histoire, mais quand même, c'était une barrière entre la rive nord et la rive sud. Aujourd'hui, il y a des passeurs. Passeurs de toutes sortes. De toutes sortes. Pas uniquement je fais référence pas uniquement à la migration qui est problématique, que nous le savons, l'aspiration des jeunes à trouver un ailleurs meilleur, etc. Il y a cela, mais il y a aussi tous les échanges qui se font. Et puis aujourd'hui, les frontières se sont déplacées. On les retrouve même dans la rive nord. C'est-à-dire entre les Européens de souche et ceux qui ne le sont pas, et tout ce que ça crée comme tension parfois, mais aussi de mutation. C'est-à-dire que la diversité s'impose, elle nous s'impose à nous tous. Elle s'impose au nord comme elle s'impose au sud. Donc on ne peut pas concevoir l'avenir de la Méditerranée justement sans cet échange, sans une acceptation de cette diversité qui la compose, diversité linguistique, diversité culturelle. Et c'est ça, je crois, la richesse de cette Méditerranée qu'on voudrait harmonieuse et avec une coopération politique qui l'encadre. Mesdames et messieurs, vous êtes donc accompagnés de Madame Rama Rokia, qui est donc une éminente professeure et membre de l'Académie du Royaume du Maroc. Donc nous sommes à Rabat dans le cadre de la 47e session de cette académie. Madame, pour vous, est-ce que la Méditerranée est une opportunité de coopération, de rencontre entre les cultures, les peuples, les communautés de la Méditerranée, au-delà de ceci et du monde entier? Oh, oui, on ne peut être que porté par cette idée, c'est-à-dire il faudrait œuvrer pour. Il faudrait d'abord œuvrer à tous les niveaux. Okay. Parce que, disons, l'échange culturel, l'échange politique, l'échange, il s'impose. Donc il faudrait œuvrer au niveau évidemment politique, c'est-à-dire pour qu'elle soit un bassin de coopération. Vous le savez très bien, aujourd'hui la Méditerranée, elle a des lieux et des espaces chauds, des tensions parfois, il y a des conflits,
le conflit israélo-palestinien d'un côté, il y a la question de la Libye, il y a parfois les tensions entre certains pays. Donc, le politique doit être apaisé d'abord, parce que si on n'a pas cet apaisement, disons, politique, il menace la coopération. Mais d'un autre côté, il y a une Méditerranée qui se fait par le bas, par la culture, par l'échange. On a entendu durant ce colloque ce que font les artistes, par exemple, entre le nord et le sud. Donc, ce qui nous laisse optimistes, c'est-à-dire que la coopération, elle est possible. Mais il faudrait que tous les acteurs œuvrent pour cette coopération. Il y a aussi un travail qui doit se faire aussi par les chercheurs, parce que les idées, c'est important. C'est les idées qui encadrent évidemment toute coopération, et ils arrivent à se frayer un chemin lorsqu'elles sont des idées qui sont porteuses d'avenir. La question de la famille est un élément clé dans votre existence sur Terre, parce que vous en soutenez dans quelques-uns de vos ouvrages où vous parlez de la redéfinition de l'environnement social dans le monde méditerranéen. La famille, oui, j'en ai parlé durant l'intervention, parce que il y a des anthropologues qui ont travaillé un peu sur cela, pour dire qu'il y a un substrat culturel qu'on retrouve autour de la Méditerranée. C'est-à-dire, il se manifeste par exemple, le sens qu'on donne à la famille, la familiarité dans les rapports sociaux, qui font qu'il y a un substrat qu'on retrouve peut-être en Italie, qu'on retrouve en Espagne, au Maroc, en Tunisie, au Liban, et qui font que c'est des éléments qu'on peut mettre en avant, et pour pouvoir dire qu'il y a quand même une certaine culture, disons, méditerranéenne. D'ailleurs, même dans le langage, les Méditerranéens se disent « nous sommes méditerranéens ». C'est-à-dire qu'il y a quelque part une identité à la Méditerranée. Et qui est mise en avant par les Méditerranéens et qui se manifeste peut-être dans une manière aussi dans la cuisine, dans un certain nombre de valeurs qu'on accorde aux personnes âgées, etc., etc. Donc, qui font quand même qu'il y a bien qu'elle ne soit pas affirmée, très affirmée, il y a une identité méditerranéenne. Le Maroc devient et s'affirme de plus en plus comme un réservoir de recherche, d'intellectuels, dont vous êtes l'une des pièces rares, je dirais, parce que depuis un certain moment, vous entretenez des relations très importantes avec d'autres universités à travers l'Afrique, l'Europe et les pays conférencières. Et la philosophie marocaine aujourd'hui du développement, de l'être humain, de l'humain. Elle est très importante parce que nous sommes conscients, en tant que Marocains, que le capital dont on dispose, c'est l'humain. Comme vous le savez, nous avons un certain nombre de ressources qui ne sont pas négligeables, mais nous ne sommes pas un pays pétrolier. Donc la seule richesse du Maroc, c'est son capital humain, et ça c'est très important. Ce capital humain, il se fructifie aussi avec une ouverture sur le monde. Le Maroc n'est pas un pays fermé, un pays qui engage des coopérations avec tout le monde. Donc l'ouverture qu'il a sur l'Europe, l'ouverture sur la Méditerranée, ne lui fait pas oublier qu'il est africain. Et l'ouverture sur l'Afrique, avec les coopérations avec les qui sont importantes, parce que c'est ça les racines, c'est les racines du Maroc.
Et c'est-à-dire on essaye d'éduquer toute une jeunesse autour de cette idée, c'est-à-dire l'idée de l'ouverture, l'idée de non pas de vivre en autarcie, non pas. Donc c'est pour ça que bon, vous constatez cette ouverture et cette coopération que le Maroc mène un peu avec beaucoup de pays, qu'ils soient des pays du Nord ou essentiellement avec aussi l'Afrique et ce que fait Sa Majesté le Roi aussi dans son élan de coopération avec l'Afrique. Le Maroc, on peut citer aujourd'hui le Maroc comme un spécimen de développement, hein, surtout en Afrique. Parce que au regard de la qualité de vie qui se dessine aujourd'hui au Maroc, pas dans une seule région, mais dans pratiquement toutes les régions, et il y a une détermination des dirigeants à donner un meilleur cadre de vie au Maroc. Oui, c'est-à-dire que ce qui a été réalisé durant ces dernières, disons, les 2 dernières décennies est très important sur le plan développement, sur le plan disons, de l'infrastructure dans le pays, comme vous pouvez le constater. Il y a eu un déploiement quand même pour développer le pays et ça se constate. Aujourd'hui, notre grande peut-être bataille, et là c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur et qui me tient à cœur pour notre pays, pour l'Afrique, c'est comment justement aller de l'avant avec notre capital humain, c'est-à-dire surtout l'éducation de nos jeunes. Et comme vous le savez, ces jeunes qui n'aspirent qu'à immigrer. Et là, ça doit être peut-être la prochaine grande bataille pour en faire, pour créer ou développer une jeunesse qui trouve toutes les opportunités à la fois de l'emploi, d'épanouissement dans leur pays. Parce que comme vous le savez, en Afrique, il y a les... Moi, je n'appelle pas ça fuite des cerveaux, mais quand même une mobilité aujourd'hui des compétences, bon, évidemment avec la mondialisation, la mobilité de compétences, elle se fait dans tous les pays, mais nous, on a besoin beaucoup plus que les autres. Et de ce qui fait, il faudrait veiller à ce qu'on les garde dans notre pays, mais aussi leur permettre aussi d'aller ailleurs pour acquérir l'expérience et former leurs compétences. Et de toute façon, même notre diaspora intellectuelle qui est ailleurs retourne toujours au pays et ils font honneur à nos... Et c'est ce que nous avons remarqué. Oui, oui. Nous pouvons dire que le royaume du Maroc est un réservoir de chercheurs, de penseurs, de professeurs qui, au jour, ne pensent qu'au meilleur devenir du Maroc, mais de l'Afrique. Oui, oui. Et même ceux qui sont en diaspora, qui sont ailleurs. D'ailleurs, mais le Maroc aussi, il a une politique pour garder les liens aussi. Et il y a un certain nombre quand même de mesures qui sont faites pour que la diaspora marocaine à l'étranger, même basée à l'étranger, elle garde les liens avec le Maroc. Et ça, c'est la nouvelle configuration du monde. C'est-à-dire il y a des individus aujourd'hui qui sont attachés à la fois à leur pays d'origine, mais aussi, bien qu'ils soient avec disons des nationalités d'un autre pays. Merci donc à Madame Rama Bourkia d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau de l'émission Rencontre. Merci, et avec l'espoir de vous retrouver à Conakry, à l'une de nos rencontres des 72 heures du livre, qui est un espace très important pour l'échange des intellectuels. Merci à vous, et si l'occasion se présente, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons été très heureux d'être à votre compagnie avec l'espoir de vous retrouver.